Bon, je crois que c'est sûr et certain, Sony Pictures veulent vraiment me ruiner ma santé. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, pour le trailer numéro 2 de Spider-Man No Way Home, j'ai dû veiller jusqu'à 2h30 du matin pour voir le trailer et vous enchaîner derrière avec cette vidéo analyse pour décortiquer voilà, tous les petits points, les petits easter eggs, les leaks autour évidemment de ce trailer. Vous avez été nombreux à la regarder, je vous remercie encore une fois. Et bien là, cette nuit, c'est encore passé des choses autour de Sony Pictures, puisqu'au moment où je vous parle là, on est vraiment très tôt le matin, il doit être 7-8 heures du matin, le dimanche 5 décembre 2021. Et ce qui se passe, c'est que effectivement, Sony Pictures a balancé des choses lors d'un événement, d'un salon qui se tient actuellement au Brésil, qui s'appelle le CCXP 2021, c'est ça, CCXP Worlds 2021. Et il y a eu pas mal de choses lors de cet événement. La première déjà, vous avez certainement dû le voir si vous êtes réveillé, c'est le premier teaser de Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est donc la suite de Into the Spider-Verse, le fameux film d'animation qui a cartonné lorsqu'il s'était sorti, je crois que c'était en 2018 si je ne dis pas de bêtises. Super film d'animation, si vous ne l'avez pas vu, vous devez absolument le voir. Donc voilà, les premières images de cela. On a aussi également un petit clip autour de Morbius qui se fait attendre, qui va arriver en début 2022 bien sûr, et qui va continuer le fameux Sony Spider-Verse que Sony Pictures est en train de déployer bien entendu. Et surtout, si on se donne rendez-vous ce matin pour cette vidéo, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un panel autour des trois acteurs que sont Willem Dafoe, Alfred Molina et Jamie Foxx, les trois principaux vilains méchants de Spider-Man No Way Home. Une vidéo qui dure 9 minutes et dans laquelle les trois acteurs sont interviewés justement par deux animateurs brésiliens qui leur posent plein de questions. Il y a une petite introduction également de Tom Holland qui, vous le voyez, est en train d'essayer de nous teaser des choses. Voilà, ça y est, on est à 10 jours de la sortie de No Way Home. Ça y est, Sony Pictures a lâché les chevaux, la campagne promotionnelle est véritablement lancée. Et là, ça y est, il n'y a plus vraiment de secret. Il en reste un seul qu'ils essayent de conserver jusqu'au bout. Et vous allez voir que, évidemment, la présence de Tobey Maguire et de Andrew Garfield, non seulement, moi je vous la valide, non pas à 200%, mais à 500%, ils seront dedans. Eh bien, on voit qu'ils essayent justement de maintenir le suspense jusqu'au bout. Et vous allez voir qu'il y a des indices qui font que ça prouve qu'ils sont bel et bien dedans. Là, ce qu'on va faire, c'est c'est une vidéo qui dure 9 minutes. Ils parlent en anglais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Donc, je ne vais pas me casser la tête à faire les sous-titres. On va regarder ensemble les passages. Et du coup, je vais vous décrire ce qu'ils disent exactement. Comme ça, vous saurez exactement ce qui est dit. Il y a des anecdotes de tournage qui sont vraiment très, très intéressantes. Et on va commencer par l'introduction de Tom Holland qui, lui aussi, laisse quelques petits indices. Vous allez voir, c'est parti. Allez, on regarde ensemble. Tom, the floor is yours. Hi everyone, I am Tom Holland. You might recognize me as your friendly neighborhood Spider-Man, and I am here to tell you that Spidey's back for an all-new adventure in Spider-Man No Way Home. I know people say this a lot, but I mean it when I say that you're going to see things in this movie that you've never ever seen before. I'm talking about pumpkin bombs, sandstorms, the multiverse, which, okay, you might have seen them before, but I promise, not like this and not together. Also, Peter Parker is finally heading off to college and the word is out. So yeah, everyone knows that he is Spider-Man. So throw your fan theories out the window. They're probably not true, or are they? Bon, on s'arrête juste après cette séquence qui, je trouve, est assez intéressante et assez drôle aussi parce qu'on a Tom Holland qui nous dit, jetez vos théories de fans par la fenêtre parce qu'elles ne sont probablement pas vraies. Ou peut-être que si. Là, c'est intéressant parce que effectivement, Tom Holland le sait pertinemment, comme tous les gens de chez Sony Pictures. Depuis maintenant plus d'1 an, on est tous là à analyser le moindre leak, la moindre parole qui est donc mise autour de Spider-Man No Way Home parce que effectivement, on a eu des théories de fans et je pense que depuis le départ, on a tous tapé dans le mille. Je crois qu'il n'y en a pas une qui n'a pas été vérifiée, et bien entendu. Donc voilà, on se rapproche vraiment du dilemme et ils ne peuvent plus vraiment mentir parce que dans 10 jours, ils seront obligés de révéler effectivement la présence en plus des trois méchants et bien entendu des trois Spider-Man aussi. Parce que rappelez-vous quand même, lorsqu'on revient un petit peu 1 an et demi en arrière, le premier leak, je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, c'était qui? C'était Jamie Foxx. Jamie Foxx qui sur son compte Instagram balance cette photo
Et sur le moment, personne n'y croyait. Tout le monde disait mais non, mais arrêtez de théoriser les gars, vous êtes malades, c'est faux. Déjà on voit que c'est un fan-made, qu'il a repris des éléments qui sont à droite à gauche. C'est pas possible qu'il leak un truc pareil. Eh bien si en fait, parce que si vous regardez bien ce schéma, vous voyez effectivement Electro en fond dans le ciel, vous avez les 3 Spider-Man qui sont comme ça sur le premier plan, et surtout dans la légende qui raconte, il nous dit ce qui est chouette c'est qu'il est heureux de nous dire qu'il revient en tant que Electro, mais que cette fois-ci il ne sera pas bleu. Parce qu'effectivement, dans le Spider-Man, dans Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield, il était bleu, c'était pas le Electro qu'on a connu dans les comics. Ils ont changé un petit peu son design, qui je trouve était pas si mal que ça, parce que là il revient sur un design beaucoup plus classique, beaucoup plus comics, pas forcément mieux. Et donc voilà, on en est là, c'est-à-dire qu'un an et demi plus tard, ce qu'il avait dit dans ce premier leak se vérifie. C'est vrai. Donc effectivement, c'était compliqué de garder tous ces secrets. Donc, on est à 10 jours de la sortie et forcément, ils sont obligés de lâcher les chevaux. On va continuer et écouter ce que dit Tom Holland avant de passer effectivement avec le panel des 3 acteurs. And get ready to see one of the most ambitious films we've ever made. An incredible story with lots of heart, laughter, high-flying action, mind-blowing effects, and some insane villains. No Way Home is the culmination of the Homecoming trilogy and the start of a multiverse of possibilities. Bon, on va s'arrêter à cette séquence parce qu'elle est vraiment très intéressante. On a quand même Tom Holland qui nous dit que No Way Home est la combinaison de tous les Spider-Man avec lui qui ont été faits jusqu'à présent. Et c'est le premier aussi qui va ouvrir vers le multiverse, ou plutôt le Spider-Verse. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a un bras de fer juridique entre Sony Pictures et Marvel Studios. Sony Pictures a racheté les droits de Spider-Man à Marvel il y a maintenant plus de 20 ans. Et ils les gardent. Ils savent qu'ils doivent les garder. Je crois que c'est au bout de 3 ans sans activité. C'est-à-dire que s'ils font plus de films Spider-Man pendant 3 ans d'affilée, eh bien, les droits reviennent automatiquement à Marvel Studios. Et là, ils ont trouvé la bonne formule. Ils vont déployer leur fameux Sony Spider-Man Verse, Sony Spider-Man Universe, exactement. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a Morbius qui arrive, qu'on a Venom, qu'on a les Sinister Six. Ils sont en train de déployer tout ça. Ils ont quand même annoncé récemment à Amy Pascal, qui est donc la productrice de tous les Spider-Man, qu'il y allait avoir encore 3 autres Spider-Man avec Tom Holland, en partenariat avec Marvel Studios, c'est-à-dire inscrit dans le MCU de Marvel tel qu'on le connaît, vraiment un truc à part, je pense, du Sony Spider-Verse, du Sony Spider-Man Universe, pardon. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je pense, sans me tromper, un peu comme nos théories, c'est que suite à ça, suite au fait que dans No Way Home, il va y avoir Andrew Garfield et Tobey Maguire, eh bien, ils vont faire d'autres films avec les 3 Spider-Man ensemble, avec véritablement, c'est-à-dire un scénario écrit autour d'eux, qui soit pas juste la révélation d'un film, parce qu'on le saura dès le départ, et que cette fois-ci, ils auront un temps d'écran beaucoup plus long, parce que je vous rappelle que, Andrew Garfield et Tobey Maguire auront à peu près 35 minutes d'apparition à l'écran. Ils vont arriver au bout de 2 heures de film pour aider, évidemment, Tom Holland, qui va devoir faire face aux 3 vilains, de façon très compliquée. Au départ, il est tout seul, il peut pas s'en sortir, et c'est les 2 autres Spider-Man qui vont débarquer. Allez, on continue cette vidéo. On va écouter ce que disent les 3 acteurs au départ. Now I have the honor of introducing some legends. Please enjoy this exclusive panel with my dear friends Alfred Molina, Willem Dafoe and Jamie Foxx here at CCH. C'est incroyable de les voir tous les 3 comme ça. Franchement, This is amazing! What excited you most about returning to Spider-Man franchise and reprising these iconic roles? You know what? I was excited knowing Amy for years, man, and knowing what she's done with this franchise. And she was explaining to me it's going to be hot, and I didn't have to be blue and things like that as far as my character was concerned. So you're going to be a little more hip and whatever like that. And I get a chance to hang out with these. What are you looking at? You told me these incredible thespians. But to walk on set, man, and to see these guys, I literally bowed to them, and we just been having a ball. Intéressant. Ce que dit Jamie Foxx, c'est intéressant. Alors déjà, on voit qu'il y a une très bonne ambiance entre les deux. Ça n'hésite pas tout de suite à rigoler, voilà, et ça se tient la main comme ça. Ils explosent de rire, ils rient à gorge déployée. C'est vraiment très satisfaisant de les voir tous les 3 comme ça alignés. C'est quand même les 3 méchants des Spider-Man, qu'on a découvert il y a plus de 20 ans maintenant. Ils sont tous les 3 ensemble. Et Jamie Foxx d'ailleurs revient sur le fait que cette fois-ci, il ne reviendra pas bleu. Il ne reviendra pas bleu. Et ça, il nous l'avait dit dans son premier leak, il y a maintenant plus d'1 an et demi. Donc c'est fou. Tout se rejoint. Tous les leaks se rejoignent. Je suis désolé, on avait raison depuis le départ. Willem, how about you? Willem?
you know, when I heard it, I thought, wow, that's pretty nutty. I got speared pretty good in the first film, but I thought, okay, they can figure out a way to bring me back. But it was really the pitch. And like Jamie, I know Amy's history. She walked me through it, and then John, the director, kind of pitched the whole idea before I read a script, and it sounded like a lot of fun and a good solution. And then when we went deeper into it, I liked the idea that I was returning to something that was same but different. It's a return to something I did before with that kind of history, but there's a spin on it, and that appealed to me. Très intéressant ce que nous dit Willem Dafoe. Alors déjà, il faut revenir à un point. C'est-à-dire que quand il y a eu les premières rumeurs du Green Goblin dans No Way Home, je me rappelle, c'était il y a maintenant un peu plus de 6 mois, les gens, pareil, n'y croyaient pas. Ils disaient que c'est impossible. C'est vrai qu'on n'a rien qui a leaké autour de Willem Dafoe et de Green Goblin pendant très très longtemps. C'est juste là, ce dernier mois où on a commencé à voir des choses, et puis le fait qu'ils aient officialisé l'acteur aussi récemment, eh bien, jusqu'à présent, il y avait eu le premier leak, c'était un gars qui était sur tournage et qui avait balancé ça, je crois que c'était sur un forum de discussion en disant, on a vu Willem Dafoe sur le tournage. D'ailleurs, rappelez-vous, il était encapuchonné, hein, personne ne le voyait, il était vraiment masqué parce qu'il fallait vraiment pas que ça fuite. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il nous explique que les discussions qu'il a eues avec Sony remontent il y a très longtemps. Il a vu Amy Pascal, qui est donc cette fameuse productrice qui est à l'origine, effectivement, de ce Sony Universe, et qui, du coup, lui a expliqué un petit peu le pitch de pourquoi le faire revenir, eh bien, dans ce film-là, alors qu'il est décédé, hein, il est mort, son personnage est mort du Green Goblin dans la trilogie avec Sam Raimi, et on sent déjà que de toute façon, ces acteurs-là sont pas forcément, férus de comic book, ils connaissent pas la BD vraiment au bout des doigts, et on leur pitch, et ils racontent qu'avec John Watts, le réalisateur, ils lui ont pitché l'histoire de comment faire revenir le personnage alors qu'il est censé être mort, et ils disent oui, ils ont trouvé ce petit twist qui fait que je vais pouvoir revenir et tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait ces acteurs, comme ils ne connaissent pas le comic book sur le bout des doigts, eh bien il leur faut effectivement une raison valable pour revenir. Et on voit que Willem Dafoe a été convaincu de reprendre le rôle de Green Goblin, eh bien grâce à cette petite entourloupe scénaristique qui est pour lui quelque chose qui a été trouvé alors que ça existe dans les comics depuis bien longtemps, parce que quand même, Willem Dafoe, c'est pas le mec qui fait des films pour tout et n'importe quoi. C'est quand même un grand acteur. Il enchaîne, il est plutôt dans les films d'auteur, évidemment. Donc, revenir sur un blockbuster comme ça, 20 ans après, est-ce que c'est vraiment intéressant pour lui? Hormis, évidemment, le chèque qu'ils ont reçu, pas forcément. Donc là, il a été intéressé par le twist, qui est ce fameux Sony Spider-Verse. On va écouter la suite. C'est Alfred Molina, maintenant, qui va parler. Alfred? For me, it's just about the money. Justement, on parlait de chèque, et là, on a Alfred Molina qui fait moi, je suis venu juste pour la thune. Donc c'est vraiment très drôle. On voit qu'ils savent rigoler, on voit que ça y est, ils sont détendus, ils sont en campagne promotionnelle, ils peuvent enfin parler. Et ça fait vraiment plaisir de les voir comme ça. Oddly enough, Willem and I were kind of joshing the other day about how 20 years since his first Green Goblin, 17 years since my first time as Doc Ock, and these are the longest options that a studio has ever exercised on actors. You know, it's like we've been waiting. But it's the material, the pitch was excellent, and to be honest, when the idea was first suggested, my first thought was, hang on, I'm 17 years older, I've got chins, I've got wrinkles, what are they going to do? And then, of course, I suddenly realized, wait a minute, they've got the technology. This isn't going to be a problem. Là, c'est intéressant à dire, effectivement. Là, il rigole un petit peu, Alfred Molina, sur le fait que jamais un studio n'a misé sur des acteurs sur un terme aussi long, parce que c'était il y a 20 ans pour Green Goblin, c'était il y a 17 ans pour lui en tant que Doc Ock, et ils se disent, on n'a jamais autant duré dans la longévité sur une série, c'est incroyable. Et il parle, il fait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai 17 ans de plus, j'ai un dentier, je suis complètement courbaturé, je suis vieux aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? C'est juste pas possible, je suis trop vieux pour le rôle de Doc Ock. Et après il dit, oui, c'est vrai que la technologie aujourd'hui, on peut tout faire, ils peuvent rajeunir les acteurs, ils peuvent effectivement faire des modèles 3D en entier, en CGI, ils ont même plus besoin des acteurs. Donc c'est pour ça qu'ils réalisent qu'effectivement, il peut tout faire, c'est-à-dire que même à 70 ans, il peut encore reprendre le rôle de Doc Ock. On reprend. But it's been very nice to come back to something that is familiar, but at the same time completely new, because the technology has moved on phenomenally since in the last couple of decades, and so that's it's kind of still exciting.
How did it feel to put the costume back on? You want to know the truth? Nobody knows how uncomfortable those costumes are. But they look good. We are actors. You forget about the discomfort, and you know, it's part of it. But the costumes are much more comfortable than they were before. I remember the initial fitting to create the costume for the Green Goblin. I stood there for 8 hours, and they put different preformed pieces on me. Now, they scan me, and they can design it, and then make the costume, and then try it on me. It's a huge leap in the technology. And they're more flexible. We can do more things with them. Also, I don't know how much we want to fool with spoilers, but Oh, we love Parle de spoilers. spoilers. the look's a little different. Old Norman and the Goblin are further down the line, and they have a few more tricks up their sleeve. So it's not an exact... there have been upgrades on the costume, let's say. Alors très intéressant hein, ce que vient de nous dire effectivement Willem Dafoe qui répond à la question là, des deux animateurs qui nous disent alors ça fait quoi de reprendre le costume du Green Goblins, et là il explose de rire, il dit bah, si vous saviez à quel point c'est inconfortable ces costumes là, voilà c'est vrai qu'on n'imagine pas, on se dit ouais, ça doit être cool d'incarner un super héros, mais en fait les costumes ils doivent être vraiment très désagréables à mettre et de jouer avec surtout, et c'est ce qu'il explique. Il explique qu'effectivement bah, malgré cela ce sont des professionnels de l'acting, donc à l'écran vous ne voyez pas qu'ils sont inconfortables, donc c'est ça qui est drôle. Et là il explique effectivement que la technologie a tellement évolué que désormais en fait ce qu'ils ont pu faire c'est que dans la première trilogie de Sam Raimi il y a 20 ans ils avaient fait le costume et lui devait rentrer dans le costume quoi qu'il arrive. Là c'est l'inverse, c'est-à-dire que là ils ont scanné son corps en entier et à partir du scan 3D ils ont façonné un nouveau costume qui du coup s'adapte mieux effectivement à son corps, à son physique, à sa corpulence. Donc j'imagine que c'est toujours très inconfortable, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Et voilà, et à un moment donné, il dit, bon, il parle du costume, c'est le même, on l'a vu dans les trailers que c'était à peu près le même, mais il explique, alors tout en gardant tout en évitant quelques spoilers, hein, il le dit, hein, j'ai pas trop envie de spoiler, je sais pas jusqu'où je peux y aller, mais effectivement il y a eu des upgrades, il y a eu de l'amélioration, de l'évolution sur le costume, et d'ailleurs on le voit. On pensait tous que dans cette image, dans le deuxième trailer, on voyait un autre Green Goblin avec un autre costume. Tout le monde a cru que c'était un deuxième personnage, un deuxième acteur qui l'incarnerait. En fait, pas du tout. C'est juste que effectivement, à un moment donné, il évolue. Et d'ailleurs, on le voit. Là, à un moment donné, on voit Monsieur Willem Dafoe sans son masque dans ce petit teasing au tout début de cette vidéo. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, on va passer maintenant à Alfred Molina qui va répondre certainement pour l'histoire des costumes. Alfred, how about you? Yeah, well, the main difference between that film and this one is that the tentacles are all kind of CG now. They'll all be superimposed on me at a later date. Whereas in the original movie, they were mechanical, and I had them attached to me, and we had puppeteers working them and stuff. So that's the big difference. But it's just a great story. It's a wonderful world to be in. You know, we're having, if I say so myself, we're having a lot of fun. A lot of fun. Alors là, Alfred Molina qui nous parle effectivement du costume, et là il explique effectivement que la grande différence entre lui il y a 17 ans et lui aujourd'hui, c'est qu'il y a 17 ans, les tentacules justement du Dr Octopus étaient mécaniques. C'est peut-être pour ça que les effets spéciaux aujourd'hui fonctionnent toujours à fond. Lorsqu'on regarde Spider-Man 2 de Sam Raimi, et quand on voit le combat entre Tobey Maguire et puis effectivement Doc Ock, alors pas sur toutes les scènes évidemment, il y a de la CGI bien entendu, mais ils ont quand même pris le soin de créer des tentacules mécaniques et qui se voient certainement pour les gros plans, je parle pas des combats chorégraphiés, pour les gros plans où on voit l'acteur avec ses tentacules, ils ont créé effectivement ces tentacules mécaniques, un peu comme les animatronics, et qui fait que voilà, il y avait des gens qui les manipulaient derrière. Là aujourd'hui tout est en CGI, tout est en image de synthèse, et donc c'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins contraignant sur le tournage en termes de mise en scène. Donc ça c'est assez intéressant. On va voir ce que nous dit Jamie Foxx maintenant. Jamie? I'm happy we got a brand new star, a brand new look. The blue when we did it the first time, it was look man, I didn't care. I was just happy to be in this wonderful chorus, and it was like you said, it was sort of like 2 or 3 hours or whatever like that. But with this new is fly. The homies is like, okay, we get you now. You know, when I was blue, they still roll with me, but okay, you blue. But with this one,
it just feels more comfortable, and I think it feels more today, modern, like, not trying so hard. Like I sort of related to R&B. Back in the day in R&B, you used to have fringes on your outfit and, and like shoulder pads and things like that. Now you can sing, so it's like now we're just singing. Bon, là aussi, c'est très intéressant ce que nous dit Jamie Foxx. Il nous parle effectivement du fait que, en 2014, lorsqu'il avait incarné Electro dans Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield, eh bien, son personnage était bleu. Alors, il dit, moi à l'époque, on m'a dit que mon personnage était bleu, moi ça m'allait, j'étais content d'être dans le film, mais on sent qu'il y a quelque chose qui le titillait, il n'était pas vraiment totalement satisfait. Alors c'est vrai que beaucoup de gens ont râlé sur le design d'Electro de l'époque. Moi je trouvais que c'était vraiment une proposition originale, inattendue et pas forcément repris du comic book. Et c'est ça que je trouvais ça intéressant. Aujourd'hui tout est repompé des comic books et je trouve que ça manque d'imagination. En plus surtout Electro dans le comic book, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo de Spider-Man, No Way Home. Enfin, franchement, avec les éclairs qui forment une étoile au-dessus de sa tête, c'est pas ouf, hein. Faut vraiment pas faire ça au cinéma, hein. En prise de vue réelle, ça marche pas. Là, ils le font apparaître quelques secondes. Je pense que ce sera vraiment très furtif, histoire de faire un petit clin d'œil, mais rien de plus. Et là, ce qu'ils disent, ce qui est intéressant, c'est que le fait justement qu'il soit pas bleu et donc certainement moins gêné dans l'acting, parce que quand on est aussi transformé physiquement, il a dû avoir des choses sur lui, des petits points de performance capture qui ont dû le gêner. Là, il est plus dans le naturel. On voit vraiment que c'est lui, c'est l'acteur. Il a une espèce, il est déjà en combinaison de chantier. Il a des trucs autour de lui métalliques qui retranscrivent l'électricité. D'ailleurs, on voit que c'est c'est le cœur de Tony Stark, l'arc qu'il a autour de lui qui lui donne cette énergie-là. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant. Je me demande si c'est pas s'il n'est pas allé le chercher sur le personnage dans Iron Man 2, le méchant. Comment il s'appelle déjà je dis pas de bêtises. Mickey Rourke, c'était quoi déjà son personnage? J'ai complètement oublié. C'était Whiplash, voilà, Whiplash, le méchant. Je me demande si c'était pas Whiplash d'ailleurs qui lui donne justement son énergie. Ce serait peut-être intéressant. C'est peut-être une nouvelle piste. Bon, on va écouter la suite de l'interview. What do you love most about portraying a villain? The thing about grounded villains is that, and this is what's so wonderful about the villains in the Marvel universe, if you like, is that so many of them become villains almost reluctantly, almost in spite of themselves. An accident happens or some terrible tragedy and it transforms them. And that's what makes them very playable, because it's not just mustache twirling. There's some real depth to it, and that's what makes them interesting. I mean, in a lesser environment, us as villains, we would just be functionaries. We would just be there to, get the plot going. But here we've got real storylines. We've got they are real people. Bon, là, c'est intéressant ce que nous racontent Willem Dafoe et Alfred Molina à la question de savoir qu'est-ce que ça vous fait d'incarner des méchants comme ça. Ils expliquent effectivement que dans les films Marvel, les méchants sont pas forcément des méchants purs et durs. C'est pas manichéen, c'est-à-dire que s'ils deviennent méchants, c'est qu'il y a une raison valable qui fait que on les pousse à devenir méchants. Qu'à la base, ce sont des êtres humains et il y a eu un événement tragique, un accident, une trahison, quelque chose qui font que ils switchent et ils passent du côté obscur de la force, si je puis dire. J'ai pas envie non plus de les contredire, mais bon, beaucoup de méchants sont écrits comme ça, hein, de toutes les façons. Il n'y a pas que chez Marvel, bien entendu. Il y a pas. Mais bon, voilà, ils doivent trouver quelque chose à dire. Et c'est vrai que dans l'écriture des personnages, c'est assez intéressant, surtout dans celui de Doc Ock. Celui de Doc Ock, on le sait très bien. Attention, Doc Ock, lui, à un moment donné, à la fin, il y a une rédemption, il se repentit et il se sacrifie justement pour éviter que le monde ne soit détruit, et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est effectivement le cœur de l'intrigue de No Way Home, le fait que dans le trailer, on sent effectivement que Doc Ock, c'est quand même le vilain principal du film. En tout cas, c'est celui qu'on met le plus en avant, et je pense que c'est lui qui sera la clé de l'intrigue, parce que, rappelez-vous, dans le film de Sam Raimi, il retourne sa veste, en fait, il y a une rédemption, il y a une prise de conscience, et il se sacrifie pour sauver le monde finalement. Et donc là, je pense qu'on va revenir à ce moment-là, ce moment clé où Doc Ock reprend conscience et ne veut pas redevenir le méchant qu'il l'était. Et c'est pour ça, je pense que Tom Holland essaye de récupérer ce fameux cube cosmique que détient Doctor Strange pour éviter de remettre la timeline comme elle était auparavant. Donc je pense que là, ça va foutre le bordel.
Et donc voilà, donc c'est des personnages qui sont évidemment mieux écrits pour eux, et en tant qu'acteur, c'est forcément plus intéressant d'avoir quelque chose de moins manichéen, de beaucoup plus subtil dans l'écriture, et c'est le cas également de Willem Dafoe. Allez, on va écouter la suite maintenant. Green Goblin has a case to state this time. Yeah. He's trying to make his case, a philosophy of life. It's not just about some kind of abstract muscle twirling power grab. It's about. Are you suggesting I'm a mustache twirling power grab? Now look here, I'm classically trained. Bon, là aussi, Willem Dafoe, il balance quelques petites infos très intéressantes, justement sur les motivations de son personnage de Green Goblin dans No Way Home. Il dit effectivement que là, il va devoir expliquer son point de vue, pourquoi il est devenu comme ça, en fait, quelque part. Je pense que là aussi, il va avoir un rôle prépondérant dans No Way Home. C'est assez intéressant, ils sont en train de nous divulguer l'intrigue. Je suis désolé, hein, si on lit entre les lignes, on voit ce qui va se passer. C'est sûr, et c'est pour ça que Tom Holland ne veut surtout pas les faire repartir dans l'autre univers. Je pense qu'ils vont tous non, ce serait pas bien quand même. S'ils deviennent tout gentils, c'est pas bon, hein, ça perd un peu de valeur. Hein. Moi, je veux bien qu'il y ait une prise de conscience, mais il faut que ça reste des méchants. Ou alors, il y en a d'autres qui vont arriver, mais ça, j'en suis moins sûr. But now a tricky one. Which villain is the most terrifying? Oh man, it's crazy. It's crazy because, like I said, we've just been watching Willem, and it seems personal. because with Electro, it's like Electro and us. It's to the world. The world did me wrong. But when something is personal, and you could go all the way back to Shakespeare, when something is personal, and that either that jealous thing, there's nothing that can beat that. No matter what costume you put on, no matter what you say. So when he speaks, he has the power, and I think you really. But I'm being Okay, right though. sweet, It'd be different sweet. if I was Don't get blowing. embarrassed. Like here's the thing. But if I was Sounds blowing, good to me. But here's the thing. But if I was blowing smoke, he'd know it. Here's the thing. It's personal, and anytime you can get a character to be personal in a movie, it has the most weight. So. Alors à la question de savoir quel est le plus méchant des trois méchants, c'est Jamie Foxx qui prend la parole et il explique qu'en fait que celui qui est le plus convaincant, c'est Green Goblin, c'est Willem Dafoe, tout simplement parce que dans l'écriture de son personnage, c'est une motivation personnelle. Et quand c'est quelque chose de personnel, on est encore plus investi dans la méchanceté. Il le dit, hein, si on revient jusqu'aux histoires de Shakespeare, quand c'est une motivation personnelle, là, on en fait vraiment quelque chose de très fort. Là, il explique effectivement qu'Electro, il en veut au monde entier, donc il devient méchant à cause du monde entier, parce que, évidemment, personne s'est occupé de lui, tout le monde l'a ignoré, même si le déclic, c'est quand même Spider-Man. Là, il y a quand même quelque chose entre le bouffon vert et Spider-Man, qui est vraiment très personnel. Et donc, pour lui, le plus méchant des trois, c'est Green Goblin. Et ça, c'est intéressant. Et je suis persuadé, là, vous l'aurez entendu ici la première fois, que Happy Hogan va mourir à cause de Green Goblin et que Tante May va finir à l'hosto aussi. Il y a un truc comme ça, c'est sûr. CCXP is a fan event. Is there anything you'd like to say to your Brazilian fans? Well, I mean, if I may speak purely for myself, I think there is, at some level, because we're professional people, there is some level where we don't want to let them down. You know, we want to give them something that is going to be worth their while. But the fact that a huge percentage of the audience are comic book fans who know this world, they love the detail, they love the kind of the inside baseball of it all. I think that's important to us as well, because you know we don't want to disappoint that side of the storytelling either. And so I think it's a sort of symbiotic relationship, really. You know, they give us the chance to give them what they want, and that's I gotta tell you, it's just so much fun. Whoa, thanks guys. Thank you. Voilà, dernière question de savoir qu'est-ce que vous pouvez nous dire, quel est le message que vous pouvez transmettre aux fans brésiliens. Et là, il explique que ils savent à quel point les fans de Spider-Man sont des fans qui sont issus des comic books et qu'il faut pas trahir ces gens-là. Donc il faut garder évidemment toute cette ligne directrice, mais il faut apporter quelque chose de nouveau. Et il parle d'ailleurs de relations symbiotiques. Il parle le symbiote. Et je sais pas si le mot a été choisi un petit peu comme ça, c'est sorti de sa bouche un peu naturellement, mais le symbiote effectivement Venom, je pense qu'il sera dedans si Venom. Alors attention, pas forcément dans le film, mais plutôt après. Je pense que j'avais parlé effectivement dans ma vidéo du trailer 2 qu'il y aurait éventuellement la sorcière rouge. Je pense que je me suis planté.
Et je pense que c'est pas la sorcière rouge qui va débarquer à la fin pour en mettre le multiverse d'équerre. Je pense qu'en fait, va y avoir autre chose. Et je pense que le multiverse va ouvrir vers d'autres portails. Et effectivement, je pense que Venom, on le verra en scène post-générique. En tout cas, vous l'aurez entendu ici pour la première fois. En tout cas, voilà, c'est ça ce que je pouvais vous dire par rapport à cette vidéo qui est sortie là en pleine nuit, hein, ce samedi 4 décembre, hein, dans la nuit du samedi au 4. Enfin voilà, c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo tournée un petit peu à l'arrache. Regardez, je suis encore en pyjama. Et puis surtout, ça a été balancé encore en pleine nuit. Hein. Sony Pictures ne pense pas aux personnes. La nuit, on dort, pas tout le temps, mais là, je dormais pour le coup. Donc, j'ai essayé de faire le plus vite possible. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le partage, le petit like, c'est cool. Et puis n'hésitez pas à commenter. Je vous attends dans les commentaires pour savoir quels sont aussi pour vous, quelle a été cette réaction de voir les trois acteurs ensemble. Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx, c'est ouf. Imaginez dans quelques semaines, lorsque tout sera officialisé avec Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire, les voir tous les trois ensemble, parce qu'ils vont forcément faire encore des tours auprès de la presse pour en parler, c'est évident. Ça va être dingue, ça va être mind-blowing. This is all my fault. I can't save everyone. Coming at ya!